Quand la Floride a annoncé son plan de libérer des prédateurs dans la nature, le monde a ri. Ça semblait imprudent, voire dangereux. Mais derrière la controverse cachait une expérience scientifique née du désespoir. Les Everglades étaient en train de mourir et c'était le dernier recours. Ce qui a suivi allait mettre à l'épreuve tout ce qu'on croyait savoir sur l'équilibre de la nature. Avant de rire trop fort du pari de la Floride, peut-être devrions-nous nous demander quelle crise pousse les gens à faire un choix aussi fou? Que se passait-il que personne ne semblait remarquer? Remontons au début. L'apocalypse silencieuse. Bien avant ce chaos, les Everglades de Floride ressemblaient à un documentaire animalier. Une étendue infinie d'herbe à scie verte s'étirait jusqu'à l'horizon, brisée seulement par le miroitement des eaux peu profondes. Ici, les oiseaux planaient au-dessus, les ratons laveurs couraient dans les marais, et les lynx roux rôdaient au bord des broussailles. La vie évoluait en équilibre, et chaque créature jouait son rôle dans un système estimé à 31,5 milliards de dollars par an. C'était l'un des rares endroits sur Terre où « sauvage » signifiait encore sauvage, parce que personne n'imaginait que cet équilibre pouvait s'effilocher si discrètement. Cette histoire n'a pas commencé par un bang, elle a commencé par une tempête. En 1992, l'ouragan Andrew a dévasté le sud de la Floride. Maisons aplaties, Camuna Taste Dashers, et une installation d'élevage de reptiles près de Miami détruite. Quand les vents se sont calmés, quelques serpents exotiques s'étaient échappés dans les zones humides. En même temps, des propriétaires dépassés libéraient leurs pitons birmans autrefois mignons dans la nature, pensant les libérer. Pendant des années, personne n'y a prêté attention. Il y avait des serpents par-ci par-là qui semblaient inoffensifs, mais ils ne l'étaient pas. Ces premières observations se sont transformées en quelque chose de bien plus sombre. Au fil des ans, la population a explosé. Ce qui avait commencé comme quelques animaux de compagnie relâchés était devenu une invasion cachée en pleine vue. Aujourd'hui, les experts estiment qu'entre 100 000 et 300 000 pitons rampent dans les marais du sud de la Floride pendant la saison de reproduction. Chaque femelle peut pondre près de 100 œufs. Une fois cachés dans les sous-bois, ils se multiplient plus vite que quiconque ne peut les suivre ou les piéger. Et maintenant, les Everglades, un paradis autrefois grouillant de faune, tombent dans le silence. Des chiffres dévastateurs ont commencé à apparaître. Ratons overs, -99, 3%. Possums, -98, 9%. Lynx roux, -87, 5%. Même les lapins des marais, toujours fréquents, ont presque disparu. Les observations de cerfs ont chuté de plus de 90% dans certaines zones. Ce que les pitons n'ont pas mangé, ils l'ont déplacé. L'équilibre qui maintenait les Everglades s'effondrait. Et le pire, presque personne ne l'a remarqué. Pas avant qu'il ne soit presque trop tard. On commence à se demander pourquoi ces serpents étaient-ils inarrêtables. Parce qu'en Floride, chaque élément de l'environnement semblait conçu pour les aider à prospérer. La chaleur, l'humidité et une réserve de nourriture infinie. Sans prédateurs naturels pour les contrôler. Ils prospéraient. Leur camouflage les rendait fantômes dans l'herbe, presque impossibles à repérer. Pour les scientifiques, c'était comme combattre un ennemi invisible. Chaque serpent retiré semblait remplacé par 10 autres. Les envahisseurs avaient trouvé le paradis, et ils le consommaient. Et ce n'étaient pas des serpents ordinaires. C'étaient des superprédateurs capables d'avaler un cerf entier. Certains dépassaient 6 mètres et pesaient plus de 90 kg. Puis des vidéos de pitons combattant des alligators ont commencé à circuler, choquant le monde, dans une chaîne alimentaire autrefois dominée par des prédateurs natifs. Le python avait pris le trône. Ce qui symbolisait autrefois la beauté sauvage de la Floride se transformait en champ de bataille, et la nature perdait lourdement. Et pourtant, les enjeux économiques et écologiques allaient bien au-delà de la faune. Les Everglades, avec leur valeur écosystémique de 31,5 milliards de dollars, ce shenanigan, le tourisme, la pêche et le contrôle des inondations pour des millions de personnes. Pourtant, chaque année, la menace python grandissait. Les chercheurs et chasseurs ont capturé plus de 23 000 serpents, mais c'est à peine 1% de ce qui existe. Le reste reste invisible, se reproduisant en silence, se répandant et dévorant. Le marais autrefois vibrant de vie résonne maintenant d'absence. Et pendant que les autorités cherchaient des solutions, rien ne semblait fonctionner. L'écosystème s'effondrait de l'intérieur. Et le rire sur elle, idée folle de la Floride pour riposter, allait bientôt se transformer en silence. La braille blague, pendant que tout le monde se moquait du plan,
L'apocalypse était déjà là. Elle n'était ni bruyante ni enflammée. Elle était silencieuse, rampante et trop réelle. Pendant des années, on croyait qu'il devait y avoir un moyen de reprendre les Everglades. Ce qui a suivi a prouvé à quel point cet espoir était erroné. Désespoir et échec. Au début, la réponse de la Floride à l'invasion des Pitons ressemblait à un film d'aventure. Les autorités ont ouvert les portes à chasseurs, scientifiques et quiconque assez courageux pour marcher des kilomètres dans les marais, à la recherche des envahisseurs rampants. En 2013, un événement de 10 jours appelé le Florida Piton Challenge, à la fois audacieux et désespéré, a vu le jour. En gros, des centaines de personnes sont venues, armées de pages, crochets et nerfs d'acier, prêtes à faire ce que des décennies de politique n'avaient pas pu. En 2024, c'est devenu un spectacle annuel. Cette année-là, 857 participants des États-Unis et même du Canada ont affronté les résidents les plus notoires des Everglades. Ils ont capturé 195 pitons birmans, faisant les gros titres et recevant des applaudissements du public. Le gagnant est reparti avec $10 000, salué comme un héros dans la lutte pour sauver le cœur sauvage de la Floride. Pendant un moment, on a cru que la victoire était à portée de main. Mais en réalité, les chiffres cachaient une vérité plus sombre. Un an plus tard, le concours de 2025 a battu des records. Le meilleur chasseur, Taylor Stanberry, a capturé environ 60 pitons, le plus haut total de l'histoire de l'événement. Au total, les participants ont retiré 294 serpents, un chiffre qui semblait énorme, jusqu'à ce qu'on réalise à quel point il était minuscule, par rapport aux dizaines de milliers encore libres. Les Everglades ne guérissaient pas, ils agonisaient, et les pitons se multipliaient plus vite que quiconque ne pouvait les compter. Pour combler le manque, l'État a fait appel à des professionnels. Le South Florida Water Management District embauche 2 dizaines de chasseurs d'élite, payés à l'heure pour traquer les marais toute l'année. Ce n'étaient pas des aventuriers du week-end, c'étaient des chasseurs de pitons professionnels, armés de tout ce que la science pouvait offrir. Pourtant, les serpents semblaient toujours un pas en avant. Alors la Floride a essayé quelque chose de nouveau. La guerre high-tech. Robots lapins émettant chaleur et odeur pour tromper les pitons. Équipe de chiens entraînés à suivre les pistes olfactives. Drones survolant les zones humides, scannant les mouvements. Biologistes attachant des colliers GPS à des ratons laveurs et opossums. Pour suivre où les prédateurs rôdaient. Certaines des expériences les plus audacieuses impliquaient des serpents éclaireurs, équipés de minuscules émetteurs radio, pour guider les chercheurs vers des femelles en reproduction cachée. C'était un jeu d'échecs écologique, un que les humains étaient déterminés à gagner. Pourtant, plus ils combattaient, plus les serpents semblaient se propager. Depuis 2017, les contractants ont retiré plus de 23 000 pitons de la nature. Ça semble exceptionnel, jusqu'à ce qu'on apprenne que c'est moins de 1% de la population totale. Même les campagnes massives de retrait à peine faisaient une égratignure. Chaque fois qu'un chasseur en retirait un, des dizaines d'autres éclosaient ailleurs. C'était comme vider l'océan avec un seau. La frustration était difficile à cacher. Des années d'efforts, des milliards de financements et une liste interminable d'expériences menaient à la même vérité sobre. Les pitons n'iraient nulle part. Le mieux qu'on pouvait faire, c'était les ralentir. Les scientifiques ont commencé à admettre publiquement ce que beaucoup craignaient en silence. L'éradication totale est impossible. Ces prédateurs avaient revendiqué les Everglades comme les leurs, et personne n'avait trouvé comment les reprendre. Chaque tentative échouée approfondissait le sentiment d'impuissance. Les chasseurs s'enfonçaient plus profondément dans les marais. Les drones volaient plus haut. La technologie devenait plus intelligente. Mais les serpents s'adaptaient plus vite. Ils rampaient vers le nord dans de nouveaux habitats, ignorant les frontières tracées par les humains. Chaque solution semblait mener au même endroit. Une impasse. Ce sentiment croissant de défaite a poussé la Floride au bord du gouffre. Si la technologie, l'argent et la main-d'œuvre ne pouvaient pas les arrêter, qu'est-ce qui le pourrait? Quelque part dans cette frustration, une idée folle a commencé à prendre forme. Et les scientifiques ont fait face à une question impossible. Comment combattre un ennemi que tu ne peux ni voir, ni attraper, ni tuer assez vite? Le cadeau tordu des pitons. Et si le plus gros problème de la Floride n'était pas les pitons rampant dans les marais, mais quelque chose de beaucoup plus petit se cachant en eux? Au fond des Everglades, un passager silencieux est arrivé avec les envahisseurs.
Un parasite invisible qui réécrit maintenant l'histoire écologique de l'État. Son nom? Rallidia orientalis, mieux connu sous le nom de ver pulmonaire du serpent. Pendant que les pitons attirent l'attention, ce parasite apporte un chaos entièrement nouveau. Tout a commencé avec un autostoppeur invisible. Le ver pulmonaire venait d'Asie, voyageant avec les pitons birmans, avant qu'ils ne trouvent leur chemin dans la nature floridienne. Une fois les serpents installés, le parasite s'est glissé dans la chaîne alimentaire locale, comme s'il attendait ce moment. Les déjections de pitons portaient les œufs du ver dans le marais. Les cafards se nourrissaient des déchets. Les lézards et grenouilles mangeaient les cafards. Puis quand les serpents natifs chassaient ces proies plus petites, ils avalaient la vraie menace sans le savoir. À l'intérieur du corps du serpent, les larves commençaient leur voyage. Elles creusaient à travers l'estomac, migreraient vers les poumons, où elles grandissaient et se nourrissaient. Pour beaucoup de serpents natifs, surtout les plus petits, cette infection est brutale. Les vers se nourrissent de sang et de tissu, étouffant lentement l'animal de l'intérieur. Respirer devient un combat. L'énergie s'épuise, et certains serpents meurent de faim, parce qu'ils ne peuvent plus chasser. Les chercheurs ont trouvé des serpents souffrant de pneumonie, lesions pulmonaires ouvertes, et dans certains cas, des dizaines de vers rampant par la bouche. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie une fois vu. Le vrai choc est venu quand les scientifiques ont découvert à quel point le ver pulmonaire s'était propagé. 18 espèces de serpents natifs en Floride sont déjà infectées, et la portée du parasite s'étend maintenant sur des dizaines de comtés. Certains rapports disent jusqu'à Jacksonville et même vers le Panhandle. Les pitons ont peut-être commencé ça, mais le ver pulmonaire n'attend plus après eux. Il se déplace à travers les serpents natifs de manière autonome. Et c'est la partie terrifiante. Quand les serpents natifs meurent, l'équilibre s'effondre. Les rongeurs se multiplient. Les petits prédateurs perdent leur source de nourriture. Et l'effet domino secoue des écosystèmes entiers. Ces serpents sont plus que des figurants. Ils sont contrôle des nuisibles, proies et prédateurs en un. Les scientifiques craignent que, même si tous les pitons étaient retirés demain, le ver pulmonaire resterait. Il est là, vivant, et prospère dans les espèces même censées maintenir l'équilibre sauvage de la Floride. Cependant, il y a un étrange retournement dans cette histoire. Le cottonmouth de Floride, un vipère à fosse native, semble résister à l'attaque du parasite. Personne ne sait pourquoi. Génétique, régime, une immunité naturelle développée avec le temps, quelle que soit la raison. C'est l'un des rares mystères pleins d'espoir dans un tableau sinon sombre. Ce qui a commencé comme une bataille contre des serpents géants s'est transformé en quelque chose de bien plus compliqué. Un envahisseur invisible se propage plus vite que le prédateur qui l'a apporté. Pas de remède, pas de traitement, pas de moyen clair de l'arrêter. Chaque serpent infecté signifie plus de parasites libérés dans la nature, et chaque mort affaiblit l'écosystème. La guerre de la Floride contre les pitons était déjà difficile. Maintenant, elle combat un ennemi trop petit pour être vu, et qui ne partira pas. L'État pensait affronter un problème de prédateurs. Au lieu de cela, il assiste peut-être à la naissance lente d'une toute nouvelle peste. Plus la crise grandissait, plus les idées devenaient folles. Et un plan en particulier a poussé les limites de la croyance. Le plan risible. Quand la nouvelle a éclaté, ça ressemblait à un sketch comique de fin de soirée. Les officiels de Floride ont annoncé qu'ils libéraient des centaines de serpents indigos de l'Est, une espèce native non venimeuse, dans la nature pour aider à combattre la crise des pitons invasifs. Le titre seul a déclenché une tempête. En quelques heures, les réseaux sociaux étaient inondés de blogs, memes et incrédulité. La Floride n'a-t-elle pas déjà assez de serpents? Combattre des serpents avec plus de serpents. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? D'autres l'ont comparé au désastre des mangoustes à Hawaï, où une tentative de résoudre un problème a fini par en créer un plus grand. Pour beaucoup de Floridiens, ça ressemblait à un nouvel épisode dans l'histoire longue et étrange. Des décisions phoniques de l'État. Les médias ont rapidement repris la frénésie. Certains ont titré comme dans un film de science-fiction. Les talk-shows en ont fait des punchlines, tandis que des résidents anxieux demandaient si leurs animaux et enfants étaient en sécurité. Même quelques amateurs de faune ont froncé les sourcils, se demandant si l'État avait perdu la tête. Le scepticisme s'est propagé plus vite que les serpents. Pourquoi ajouter plus de serpents serait la solution? Pour la personne moyenne, c'était absurde. Un plan condamné avant même de commencer. Même quelques conservationnistes ont hésité à le défendre publiquement. Après tout,
L'optique n'était pas bonne. La Floride avait passé des années à essayer de tuer des serpents. Et maintenant elle en libérait? Les contradictions en faisaient une cible facile pour la moquerie. Ce que peu de gens réalisaient, c'était que le serpent indigo de l'Est n'était pas le méchant de l'histoire. C'était le héros manquant depuis toujours. Autrefois commun dans tout le sud-est. Le serpent indigo avait presque disparu à cause de la perte d'habitat et la surexploitation. Pourtant, cette espèce détenait quelque chose d'incontournable. C'était le chasseur de pythons de la nature. L'indigo mange d'autres serpents, y compris les venimeux, et le fait sans peur. Derrière le rire et les titres, les scientifiques travaillaient discrètement depuis des années à ramener ce prédateur natif. Des équipes d'organisations de conservation et d'agences fauniques avaient élevé des indigos en captivité, restauré leurs habitats et préparé une réintroduction prudente. Ce qui semblait impulsif au public était en réalité un plan mûri depuis des décennies. Pourtant, le timing ne pouvait pas être pire. La réputation de la Floride pour les décisions farfelues rendait facile de supposer que c'était une nouvelle erreur en attente. Ce que personne ne savait, c'était que derrière tout ce bruit se cachait un rare aperçu d'une ancienne idée qui refaisait surface. Utiliser l'équilibre, pas les balles, pour réparer ce que les humains avaient brisé. Le retour de l'indigo n'était pas du chaos, c'était de la restauration. Pendant que les critiques levaient les yeux au ciel, les scientifiques voyaient autre chose. Une chance de ramener un prédateur qui régnait autrefois sur l'écosystème. Avant même l'invasion des pythons, ils savaient qu'il faudrait de la patience, pas de panique, pour voir des résultats. Le rire était fort, mais la vérité derrière le plan l'était encore plus. La Floride n'agissait pas par désespoir. Elle prenait une étape calculée vers le rééquilibrage d'une nature brisée. Et alors que la moquerie s'estompait, une question persistait. La réponse au plus grand cauchemar écologique de la Floride. Pouvait-elle vraiment venir d'un autre serpent? Continuer à regarder pour le découvrir. Rencontrer l'empereur. Au fond des forêts de pins du sud-est américain, un souverain silencieux se déplaçait autrefois dans les sous-bois. Peu l'ont vu, mais sa présence façonnait la terre de manière discrète et impérieuse. Le serpent indigo de l'Est a gagné le surnom des « empereurs de la forêt ». Et pour de bonnes raisons. L'indigo de l'Est était long, gracieux et totalement intrépide, pouvant atteindre 2,7 mètres. Il glissait dans l'herbe haute, ou disparaissait dans des terriers sableux, avec une facilité qui laissait même les chasseurs chevronnés sans voix. Ses écailles scintillaient de bleu et noir, captant la lumière d'une manière qui le faisait paraître vivant de couleur. Autour de sa gorge, une teinte corail douce le marquait comme quelque chose de rare. Un prédateur au calme confiant d'un roi. Contrairement à beaucoup de serpents, celui-ci ne comptait ni sur le venin ni sur la force brute pour régner. L'indigo de l'Est était non venimé et surprenamment doux avec les humains. Mais dans son monde, c'était le prédateur suprême à contester. Il mangeait presque tout ce qui bougeait. Oiseaux, rongeurs, grenouilles, lizards, oeufs de tortue, et d'autres serpents, qu'ils soient venimeux ou non. L'indigo était immunisé au venin de serpents à sonnette, et ne se donnait même pas la peine de constricter sa proie. Il la plaquait ou l'avalait vivante, imperturbable par la lutte. Un jour, un chercheur a découvert un seul indigo, qui avait mangé un serpent à sonnette pygmée, un bébé tortue et un serpent oignose, le tout en un seul repas. Ça montrait que ce géant discret n'avait pas besoin de rugir pour prouver sa puissance. Son royaume, cependant, était autrefois vaste, des collines ondulantes de Virginie, aux zones humides de Floride, jusqu'à l'ouest du Mississippi. L'indigo de l'Est régnait sur près de 90 millions d'acres. Il prospérait dans les forêts de pins à longues feuilles, les hammocks de chêne et les crêtes sableuses du sud. Mais ce royaume a commencé à s'effondrer, quand les forêts ont été abattues pour le bois et l'agriculture. Et à la fin du XXe siècle, près de 97% de son habitat avait disparu. En 1978, le gouvernement américain l'a classé menacé. Le règne de l'empereur s'était réduit à des fragments, principalement en Floride et de petits poches en Géorgie. La chute n'était pas due à la nature seule. Les gens les collectaient pour le commerce d'animaux, et pendant les rassemblements de serpents à sonnette, les chasseurs pompaient du gaz toxique dans les terriers de tortues de Goffet, pour en déloger les crotales, et les indigos cachaient la astérisque qui sait aucune chance. Pendant la Grande Dépression, quand la viande était rare, les gens creusaient les tortues pour se nourrir.
et tuait les serpents qu'ils trouvaient avec. Pièce par pièce, le monde de l'indigo a été dépouillé, jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques groupes isolés. Chaque perte de forêt ou de terrier de tortues était comme une brique arrachée à la fondation d'une forteresse ancienne. Ce qui rendait cette histoire encore plus tragique, c'était à quel point le sort de l'indigo était lié à celui de la tortue de Gopher. Ces serpents utilisaient les terriers de tortue pour presque tout. Refuge, nidification, protection contre le froid. Plus de 350 autres espèces dépendent aussi de ces terriers, en faisant l'un des habitats les plus vitaux du Sud. Donc quand les tortues ont décliné, les indigos ont suivi. Les deux espèces étaient liées par la survie même, chacune façonnant discrètement un écosystème entier, que peu de gens remarquaient disparaître. Et pourtant, malgré une quasi-extinction, et moins de 50 populations de reproduction connues à un moment, le serpent indigo de l'Est détenait quelque chose d'extraordinaire. Il avait un trait qui pouvait le rendre plus qu'un reliquat du passé. C'était un chasseur de serpents nés, sans peur du venin, sans peur de la taille. Dans une région maintenant aux prises avec des pythons invasifs, ça pouvait tout changer. L'histoire de l'empereur n'est pas finie. Il se tient à un carrefour entre ce qui fut et ce qui pourrait être restauré. Il porte la mémoire des forêts anciennes et la promesse d'un équilibre qui pourrait revenir. Alors que le plan de réintroduction décolle, une question plane. L'empereur peut-il reconquérir son trône et faire pencher la balance? La nature riposte. Pendant près de 20 ans, le python birman a régné sur les terres sauvages de Floride. Sans défi, les Everglades, autrefois vivant d'eux, lapins, ratones lavers, et cerfs, étaient tombés dans le silence sous le poids de ce prédateur géant. Chaque étude peignait le même tableau sombre. Espèces natives disparaissant, chaînes alimentaires s'effondrant, et l'équilibre de la nature basculant vers le chaos. Cependant, un matin de décembre, au cœur des zones humides, l'histoire a pris un tournant choquant. Des chercheurs suivant un python mâle de 4 mètres, 23 kg nommé Loki, s'attendaient à une mise à jour de routine. Le serpent portait un traceur GPS dans le cadre d'une étude de reproduction, et les scientifiques pensaient qu'il s'approchait d'une femelle. Ce qu'ils ont trouvé les a laissés sans voix. Le corps de Loki gisait dans l'herbe, sa tête massive arrachée et cachée sous un lit d'aiguilles de pin. Personne ne pouvait dire exactement ce qui s'était passé. Mais quelques jours plus tard, une caméra de piste a révélé le coupable improbable. Et ce n'était pas ce à quoi on s'attendait. Un lynx roux pesant à peine 11 kg avait abattu un prédateur plus de 2 fois sa taille. Cette découverte a stupéfié tout le monde. Les experts fauniques l'ont qualifié de première dans l'histoire de la Floride, où un lynx roux natif a mis fin à un python birman adulte. Pendant des années, ces pythons avaient été les chasseurs suprêmes, craints partout autour d'eux. Saudain, l'un des natifs de la Floride, avait retourné la situation. Certains ont spéculé que le froid avait ralenti le python, le rendant vulnérable. D'autres ont suggéré que le lynx avait appris quelque chose de nouveau, que ces serpents énormes pouvaient être des proies. Quelle que soit la raison, le message était clair. Les Everglades commençaient à riposter. Et ce n'était pas une histoire isolée. À travers la Floride, les caméras et rapports de terrain révélaient plus de preuves. De la nature s'adaptant, des alligators ont été vus mangeant de plus petits pythons. Des vidéos phoniques montrent des serpents indigos de l'Est, ces mêmes chasseurs de serpents, autrefois moqués par le public, consommant des juvéniles de pythons birmans. Même la panthère de Floride insaisissable a été documentée affrontant ses envahisseurs. Ces scènes sont rares, mais elles montrent que les prédateurs natifs de Floride apprennent à défier les nouveaux venus, qui les terroraient autrefois. Pendant des années, les pythons semblaient inarrêtables. Pas de prédateurs naturels, reproduction en quantités stupéfiantes, et anéantissement de populations animales entières. Ils étaient devenus des symboles de déséquilibre, preuve de ce qui arrive quand on pousse la nature trop loin. Donc quand un lynx, un alligator ou un indigo riposte, c'est plus qu'un acte de survie. C'est un signe que le système lui-même commence à récupérer sa force. Un biologiste faunique l'a dit le mieux. C'est un point pour l'équipe locale. Les Everglades ripostent. Pourtant, la récupération ne se fait pas du jour au lendemain. Un seul lynx ne peut annuler 2 décennies de destruction. Et un seul indigo ne peut effacer les dégâts de milliers de pythons en reproduction. Pour chaque serpent invasif tué,
Des dizaines d'autres éclosent quelque part dans le marais. C'est une guerre lente, mesurée non en victoire, mais en petits déplacements d'équilibre durement gagnés. Même ainsi, chaque acte de résistance compte. Chaque prédateur natif qui apprend, s'adapte et transmet ce comportement réécrit l'histoire écologique de la Floride. Les signes sont pleins d'espoir, mais fragiles. Les scientifiques savent que l'adaptation prend du temps. Et le temps est quelque chose que la faune de Floride n'a pas toujours. Pourtant, pour la première fois en année, il y a preuve que le combat n'est plus à sens unique. La nature répond de la seule façon qu'elle connaît, par l'instinct, l'adaptation, et une défi silencieux. Pendant 2 décennies, les pitons ont dominé. Maintenant, les natifs de la Floride ripostaient. Mais était-ce assez? Et qu'en est-il de ces indigos libérés? Le miracle, à l'automne 2023, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dans les sables de pin à longues feuilles de Floride, à la réserve Apalachicola, Bluff and Ravine, des caméras de piste ont capturé 2 bébés nés à l'état sauvage, de serpents indigos de l'Est, descendants d'individus précédemment libérés. Pour la première fois en près d'un demi-siècle, le serpent indigo s'était reproduit dans la nature. Dans le nord de la Floride, ce n'était plus de la survie, c'était du renouveau. Pendant des années, les scientifiques avaient fait tout leur possible pour garder le rêve vivant. Élevage en captivité, suivi des mouvements, vérification des terriers et espoir que la nature prenne le relais. Pourtant, le progrès semblait fragile, comme tenir quelque chose de trop délicat pour respirer dessus. Et ça a changé le moment où ces bébés sont apparus, quand les biologistes ont confirmé que l'un des jeunes serpents n'était pas marqué, ce qui signifie qu'il était né sans aide humaine. Ça a prouvé que le projet fonctionnait. Les indigos ne faisaient pas que tenir. Ils vivaient, chassaient et élevaient la prochaine génération dans leur propre habitat. C'était le genre de moment qui rendait des années de travail discret valables. Alors que 2024 devenait 2025, l'histoire continuait de grandir. Les équipes ont commencé à repérer plus de serpents. Dans les zones restaurées, un mâle fort de 1,8 mètre filmé se déplaçant avec assurance dans les broussailles, tandis que 19 autres des années de libération précédentes ont été identifiés dans plusieurs comtés. Une femelle de la libération de 2019 était toujours active, toujours prospère. Chaque nouvelle observation montrait que les indigos ne reculaient pas, ils se répandaient. Des endroits autrefois silencieux reviennent à la vie avec le glissement d'un prédateur rentrant chez lui. Le cœur de cette récupération réside dans la terre elle-même. Il y a des décennies, l'écosystème de pins à longues feuilles couvrait près de 90 millions d'acres dans le sud. Aujourd'hui, seulement environ 3% restent. Cet habitat soutient des centaines d'animaux et plus de 900 espèces de plantes, dont 29 menacées ou en danger. Mais restaurer n'a pas été facile. Les conservationnistes ont passé des années à Ramener la Vegetation Native, éliminer les plantes invasives et réactiver les terriers de tortues de Goffé, les refuges naturels dont dépendent les serpents indigos. Maintenant, avec des serpents nés à l'état sauvage rampant dans ces mêmes terriers, il est clair que la Terre répond. L'écosystème n'est pas seulement restauré, il commence à fonctionner à nouveau, et la Floride n'est pas le seul endroit à assister à ce retour. De l'autre côté de la frontière, en Alabama, des projets de réintroduction similaires montrent des promesses. 44 serpents y ont été libérés en 2025, ajoutés à plus de 500 indigos maintenant retournés dans leur aire native. Les programmes de suivi grandissent, les partenariats se forment, et d'autres États regardent de près, espérant reproduire le succès. Pour une fois, le plan de restauration d'un prédateur suprême semble fonctionner. Bien sûr, personne ne prétend que ça va éliminer les pitons invasifs de Floride. Les indigos ne peuvent pas les éliminer complètement. Aucune espèce unique ne le peut. Ce qu'ils peuvent faire, c'est changer l'équilibre, manger de jeunes pitons, concurrencer pour la nourriture et reprendre des parties de l'écosystème qui avaient été déséquilibrées. Ce n'est pas une solution à un seul serpent. C'est une partie d'une réparation beaucoup plus grande, plus naturelle. Au final, ce qui a stupéfié le monde n'était pas que le serpent indigo de l'Est pouvait abattre un python. C'était qu'un effort de restauration, basé sur la patience, la science et la confiance en la nature, avait réellement fonctionné. Pendant des décennies, on croyait que les lieux sauvages de Floride étaient au-delà de la réparation,
trop abîmés pour se remettre des dégâts humains. L'idée de libérer plus de serpents dans un endroit déjà grouillant d'invasifs semblait ridicule. Pourtant, ce qui semblait de la folie est devenu l'une des plus inspirantes histoires de succès en conservation récente. L'ironie persiste. Les gens se moquaient de la libération d'indigos, tout en applaudissant les chasseurs de primes de pythons, sans réaliser que les deux camps combattaient pour le même objectif. Les chasseurs se concentraient sur le contrôle, les scientifiques sur l'équilibre, et ensemble, ils ont commencé à restaurer un système qui s'était effondré. Ce que la Floride a compris, tout était simple mais profond. On ne peut pas réparer des problèmes écologiques complexes avec des solutions simples. Il faut reconstruire le système pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il puisse se guérir lui-même. Mais même si les caméras continuent de capturer une nouvelle vie en mouvement, ce succès fragile peut-il devenir assez fort pour durer? Et les indigos peuvent-ils établir une population qui n'a plus besoin d'aide humaine? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur la vidéo suivante à l'écran.